L'évolution de la modernité. Ce terme vous est sûrement familier. Il est attribué à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Ce qui était un projet il y a quelques années, jour pour jour, semaine par semaine, mois par mois, année par année, se matérialise peu à peu. Je suis venu rendre une visite d'abord de courtoisie à son éminence le chef spirituel. Pendant longtemps, près de 40 ans, des conflits entre l'Église et certains, je vais dire, occupants anarchiques. Maintenant, la question est réglée. Nous avons remis l'Église kimbanguiste dans ses droits. Et donc je suis venu remettre ces certificats à son éminence le chef spirituel. Nous en avons profité pour parler également de la situation justement des différentes concessions dans les paroisses, ici à Kinshasa notamment. La plupart de ces paroisses et de ces concessions n'ont pas de titre de propriété. Comme c'est notre ministère qui est chargé de pouvoir délivrer ce type de propriété, nous avons demandé qu'on obtienne, qu'on nous dépose les dossiers des différentes paroisses pour qu'effectivement nous puissions faire établir le titre de propriété sur ces concessions-là et sur les immeubles qui sont implantés. Aujourd'hui, ce qui concerne les affaires foncières, c'était effectivement d'abord de rétablir l'Église dans ses droits. Maintenant que l'Église est rétablie dans ses droits, s'il y a des occupants anarchiques, parce que les décisions de déguerpissement doivent être prises par les instances judiciaires. Nous serons là naturellement pour accompagner l'Église pour que effectivement tous ces occupants anarchiques puissent être remis à leur vraie place. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Reporter. Nous sommes sur l'échangeur délimité pour ceux qui sont partis de Kinshasa il y a longtemps. Vu le nombre d'SMS que nous avons reçus la semaine passée, nous allons aborder directement vos questions avec mon invité, son Excellence le professeur Robert Mbouingabila, ministre des Affaires foncières, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Excellence, on va commencer avec la question de Madame Jeannette qui nous écrit depuis le Lubumbashi. Elle veut savoir, est-on obligé de présenter une photo prise avec le vendeur avant d'obtenir le titre de propriété? C'est une assurance que l'on donne effectivement lorsque vous faites une transaction sur votre maison. Il est préférable que devant le conservateur, qui peut jouer également le rôle de notaire, n'est-ce pas, pour authentifier votre acte de vente, il est nécessaire que les deux parties, c'est-à-dire les vendeurs et l'acheteur, se retrouvent devant le notaire, en l'occurrence ici le conservateur ou le chef de bureau d'enregistrement qui joue en fait le rôle du notaire, pour effectivement prendre des photos afin de s'assurer qu'il s'agit bien à la fois du propriétaire et de l'acquéreur qui se sont présentés devant les services de l'administration des affaires foncières et donc pour authentifier la transaction que vous faites. Donc je dis à Jeannette, oui, par mesure de prudence et pour sécuriser la transaction que vous faites, il vaut mieux vous présenter effectivement le vendeur et l'acheteur devant les services de l'administration foncière pour que l'acte et la transaction que vous faites puissent être authentifiés parce que la loi
exige effectivement que normalement, en matière de transactions, l'acte doit être un acte authentique afin de permettre aux conservateurs de pouvoir procéder à la mutation. Excellence, on revient à Kinshasa. Il y a plusieurs Congolais, c'est-à-dire des Kinois, qui veulent savoir est-ce que les terrains vendus aux nouvelles cités, aux alentours de Kinkole par les chefs coutumiers sont valables. La réponse est non. Pour la simple raison que, comme je le répète à chaque émission, les chefs coutumiers, les chefs traditionnels, la petite territoriale, personne n'a, du point de vue de la loi, la qualité d'être autorité concédante. Je le répète, seule l'administration du ministère des Affaires foncières est habilitée à pouvoir procéder, avec le ministre bien entendu, à la création de ce que nous appelions hier des lotissements et que nous appelons aujourd'hui les réserves foncières à vocation habitat. Et c'est cette administration des affaires foncières qui est habilitée à pouvoir procéder à la distribution des terres. Donc je répète et j'appelle à la vigilance de nos concitoyens, n'allez pas continuer de vous faire escroquer en allant acheter des parcelles de terre auprès de ceux qui n'ont pas qualité pour distribuer la terre. Je répète d'ailleurs ce que je dis toujours, l'État ne vend pas la terre, l'État concède le droit de pouvoir jouir d'une portion de terre. Et donc chaque fois que vous allez auprès de quelqu'un qui vous dit voilà, moi je suis ayant droit, ça c'est ma terre, je vous la vends, et en fait il vous escroque. Donc il ne faut pas continuer de vous laisser berner. Et je répète, aux yeux de l'administration des affaires foncières, ces transactions-là sont nulles. Et donc nous ne sommes pas obligés de pouvoir reconnaître l'acquisition que vous avez faite sur un lopin de terre auprès de quelqu'un qui n'a pas qualité. Donc si demain nous créons une réserve foncière sur cet espace-là, nous ne tiendrons pas compte du fait que vous avez acquis une parcelle de terre auprès de X ou de Y. Excellence, on va à Bukavu. Monsieur Ephraim Polé veut savoir quel titre doit-on délivrer pour une concession qui n'est pas mise en valeur et qui est habilité de la signer. De le signer. De le signer. Ah ben, c'est en réalité un contrat de concession que nous devons signer. Et lorsque nous vous concédons, donc nous distribuons de la terre pour quelque destination que ce soit. Vous pouvez demander de recevoir une concession, une parcelle de terre pour votre habitat, pour construire votre maison. Comme vous pouvez demander pour, par exemple, des activités agricoles ou des activités d'élevage, des activités commerciales, disons industrielles. Donc, quelle que soit la destination pour laquelle vous demandez votre lopin de terre, lorsque l'administration des affaires foncières vous donne ces lopins de terre, vous allez signer un contrat de concession qui peut être un contrat d'occupation, qui peut être un contrat de location. Mais dans tous les cas, les signataires est déterminé par, si vous voulez, la dimension, par la superficie de la concession qui vous est faite, donc du lopin de terre qui vous est attribué. Les signataires est également déterminé selon qu'il s'agit d'une terre qui est en zone urbaine ou d'une terre qui est en zone rurale. En zone rurale, les dimensions sont plus grandes et par rapport, par exemple, à la signature du conservateur. Elles sont également plus grandes par rapport à la signature du gouverneur de province ou par rapport à la signature du ministre. N'est-ce pas? En zone urbaine, les dimensions sont plus réduites que celles qui sont en zone rurale, mais là également, c'est soit les conservateurs, soit le ministre, plutôt soit le gouverneur de province, sauf pour la province de Kinshasa. La loi foncière a considéré que pour la ville-province de Kinshasa, pour la capitale de la République, c'est le ministre qui est compétent et pas le gouverneur de la ville. Je le regrette pour mon frère, le gouverneur André Kibuta, mais telle est la loi.
Et donc là également, pour la ville de Kinshasa, c'est ou les conservateurs ou les ministres, alors que dans les autres villes en province, c'est ou le conservateur, ou le gouverneur, ou alors le ministre lui-même. Excellence, on a eu beaucoup de SMS concernant les étudiants qui ont fini à l'École nationale du cadastre. Ils veulent savoir pourquoi ils ne sont pas embauchés jusqu'à ce jour. Là, c'est dans toutes les provinces. D'abord, je voudrais les féliciter pour avoir choisi de fréquenter l'école du ministère, l'école nationale du cadastre et des titres immobiliers. Je voudrais également les féliciter pour avoir accompli le cycle complet des études, chacun en fonction de l'option qu'il a choisie. Et je dois leur dire que malheureusement, dans la fonction publique, l'engagement n'est pas le fait des ministères sectoriels. L'engagement est le fait du ministère de la fonction publique. Mais à la décharge du ministère de la fonction publique, je dois dire que ces engagements ne sont pas automatiques. Parce que nous sommes le plus grand employeur du pays aujourd'hui, c'est effectivement l'État, n'est-ce pas, pas l'administration publique. Dans le cadre de cette gouvernance, l'amélioration de la gouvernance de la chose publique, nous avons des programmes et des contrats avec notamment les partenaires et les bailleurs de fonds, avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire. Et nous avons des programmes par rapport à la fonction publique. Ils sont pour la plupart assez jeunes, ils n'ont pas connu l'époque où, par exemple, leur ministre que je suis aujourd'hui était assistant à l'université dans les années 80. Et à cette époque-là, la Banque mondiale avait demandé de réduire les effectifs de l'administration publique. Et je me rappelle qu'au niveau de l'enseignement supérieur, beaucoup de collègues assistants qui étaient avec nous ont été assainis, c'était le terme qu'on utilisait, c'est-à-dire en fait évacués de l'administration publique. C'est déjà, à l'époque, nous avions protesté en disant c'est anormal, on ne peut pas faire des enseignants, quel que soit le niveau où ils sont, assistants, chefs de travaux ou professeurs, des agents de la fonction publique. Ce n'est pas ça l'administration. Il y a bien une administration au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, mais les enseignants ne sont pas des gens de l'administration publique. On a fini par nous comprendre parce qu'on a donné notre statut finalement aux enseignants au niveau de l'enseignement supérieur, tout comme à ceux de l'enseignement primaire et secondaire. Il n'empêche que, comme on intègre tout ce monde-là dans l'administration publique, eh bien, on estime que les effectifs sont pléthoriques. Alors, plutôt que d'engager, on essaie plutôt de réduire les effectifs. Et comment on essaie de réduire les effectifs? Normalement par la mise à la retraite. Or, il se fait que nous n'avons pas aujourd'hui une caisse, n'est-ce pas, de retraite. Et donc, les gens, même avec l'âge pour la retraite, hésitent ou refusent d'aller à la retraite. Parce que la retraite, c'est un droit. C'est-à-dire que c'est l'agent qui doit demander de partir en retraite et non pas une décision d'autorité. Et donc, beaucoup de nos concitoyens sont encore dans l'administration publique alors qu'ils ont atteint l'âge et même dépassé l'âge de la retraite. Mais nous nous battons effectivement dans le cadre justement de cette réforme de l'administration publique pour à la fois rajeunir les effectifs de l'administration publique et en même temps élever les niveaux de formation. Eh bien, au ministère, nous nous battons effectivement pour qu'on puisse avoir cet automatisme d'intégration de la fonction publique pour nos jeunes gens qui, effectivement, terminent à l'École nationale du cadastre des titres immobiliers, un peu comme on en a le cas avec l'École nationale des finances, n'est-ce pas? Tous ceux qui terminent à l'École nationale des finances sont automatiquement engagés parce qu'affectés ou à la DGRAD, ou à la DGI, ou à la DGDA, ou même dans l'administration du ministère des Finances ou du ministère du Budget. Donc nous allons continuer de nous battre pour que nos finalistes, nos récipiendaires de l'École nationale de cadastre et des titres immobiliers bénéficient aussi de ce passage automatique dans l'administration publique
au sein du ministère. Ça nous évitera d'ailleurs d'avoir les cas que nous connaissons où, quand les listes viennent de la fonction publique, on nous retrouve des gens qui n'ont rien à voir avec notre administration, alors que c'est une administration, c'est un ministère à caractère technique, n'est-ce pas? Nous avons besoin de géomètres, nous avons besoin de notaires, nous avons besoin de arpenteurs, et on nous envoie à la place, je ne vais pas citer des professions pour ne pas créer des polémiques, mais on nous envoie des gens qui très souvent ne sont pas qualifiés par rapport aux exigences techniques de notre ministère. Excellence, M. Joël Mukambilwa veut savoir pourquoi l'enregistrement des parcelles est payant. Et pourquoi il ne le serait pas? Pourquoi il ne le serait pas? Il sait que l'inscription à l'école, est-ce qu'elle est gratuite? L'obtention d'un permis de conduire, est-ce qu'elle est gratuite? Prendre une place dans un bus pour se déplacer, est-ce que c'est gratuit? Je pense qu'on doit enlever de la tête de nos concitoyens cette idée de la gratuité. Avoir les services contre rien, non. Donc c'est normal parce qu'il y a un travail qui est fait. C'est toute une administration qui est en place pour ça. Et ce sont des recettes que nous cherchons aussi par rapport au trésor public. Nous ne pouvons pas continuer de nous contenter des budgets faméliques, 7 milliards de dollars, comme budget de la République pour un pays aussi grand, pour un pays aussi grandement doté en potentialité, en ressources. Nous ne devons pas continuer de ça. Mais pour que nous puissions avoir un budget qui est à la hauteur de nos ambitions, eh bien, il faut que les gens et nos concitoyens sachent que c'est par le peu que chacun apporte, n'est-ce pas, par rapport à différents services dont ils bénéficient de la part de l'État, que nous aurons effectivement des recettes importantes au niveau du trésor public et que donc notre budget sera important et permettra au gouvernement de pouvoir entreprendre les actions qui sont inscrites dans son programme pour le bien-être de nos populations. Excellence, on va rentrer encore en télé. Il y a un téléspectateur qui veut savoir pourquoi vos services sont en train de détruire les maisons qui sont construites en face, à côté du cimetière de l'Antélé. Mais parce que tout simplement, ces maisons-là ont été construites sur une portion de terre qui appartient ou qui fait partie de la concession du domaine agro-présidentiel de l'Ancélé. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller construire chez autrui. N'est-ce pas? Et donc, nous avons prévenu que on devait ne pas aller empiéter l'espace ou la concession du domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancélé. Or, toutes ces maisons-là sont effectivement, parce qu'on les a démolies, étaient effectivement sur cet espace. Je dois dire que ce n'était pas un peu par occupation anarchique. Non, il y a eu, malheureusement, un de nos prédécesseurs au ministère qui a fait un arrêté pour créer le lotissement qu'on appelle ou qu'on appelait le lotissement Benzali. Et c'est sur cette base-là, malheureusement, que nos concitoyens qui ont été victimes de ces démolitions ont pu acquérir de l'open de terre et sont allés construire. J'ai dû, après avoir redélimité la concession du domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancélé, prévenu tout le monde que cette portion de terre où ils avaient construit leur maison, malheureusement, faisait partie du domaine de la concession du DAIPEN et qu'il fallait partir, n'est-ce pas? Donc la démolition a été faite parce que, en fait, ils ont construit sur un domaine qui n'est pas libre. Monsieur GBK Aboma veut savoir, est-il permis de délivrer un certificat d'enregistrement à quelqu'un qui a construit sur la route? Non. Ah non. La route, c'est... Comment? C'est tout le monde qui doit passer par là. Les piétons, les véhicules, les motos, les wewa, comme on les appelle. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'aller construire sur la route. En principe d'ailleurs, on ne peut pas vous laisser construire sur la route. Il faut bien que dès que vous commencez les travaux, puisque nous sommes à Boma, j'en appelle effectivement à la vigilance de Madame le maire de la ville de Boma, mais dont je connais effectivement, je vais dire, le dynamisme, parce que même lorsque nous avons créé
la réserve foncière à vocation habitat à Boma, je me souviens qu'elle m'a fait le rapport d'une maman qui se disait ayant droit coutumier et qui est allée commencer à distribuer des parcelles. On lui a demandé de s'arrêter. Et ceux qui avaient commencé à entasser déjà des matériaux ou à commencer les constructions, elle les a fait démolir. Donc je voudrais bien dire à GBK à Boma, non, 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 ma mère, elle est là, elle est vigilante. Et si elle n'est pas informée, allez la voir, informez-la, elle va arrêter les travaux de construction sur cet espace-là, parce qu'une route, c'est public, ça. Personne ne peut s'approprier cela. C'est comme beaucoup d'autres espaces qui sont publics. Vous ne pouvez pas aller construire. Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer, par exemple, qu'il irait construire au milieu du stade Kassavubu de Boma? Ce serait une catastrophe. Donc non, non seulement on ne doit pas permettre de construire, et si quelqu'un s'entête, on démolit, mais en même temps, notre administration sait qu'elle ne peut pas délivrer des titres de propriété pour quelqu'un qui va empiéter un espace public. Monsieur Aigle Henri de Fungurume au Katanga a deux questions, ce qu'il me les a envoyées. Chaque semaine, il les envoie et je ne les lis jamais. Aujourd'hui, là, on a quand même l'occasion. Pourquoi le secteur foncier est le plus conflictuel? Et puis, il se pose la question de savoir dans tous les reportages, il a remarqué qu'il y a des souris, des machines Olivetti. Est-ce que c'est une stratégie de communication? Merci bien. Mais je pense que ce n'est pas le secteur foncier qui est le plus conflictuel. C'est plutôt les comportements de nos concitoyens, des uns et des autres, qui créent les conflits dans le secteur foncier. Mais je dois dire, la terre, c'est la ressource la plus précieuse que nous ayons, n'est-ce pas? Et donc, chacun est, dès la naissance, je pense, grandi avec cette idée que moi aussi, devenu grand, je dois avoir un espace foncier où je vais construire ma maison, je dois avoir un espace foncier où je vais faire telles activités. Donc, nous sommes en fait tous enclins à pouvoir solliciter. Le problème se pose parce qu'on ne respecte pas la procédure pour acquérir un lopin de terre, quelle qu'en soit la destination. Le jour où nous aurons effectivement, et c'est pourquoi nous faisons ces émissions, entre autres pour vulgariser les dispositions de la loi foncière, afin que chacun de nos concitoyens sache comment s'y prendre lorsqu'on veut obtenir un lopin de terre pour construire sa maison, pour faire ses activités agricoles, et ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas le secteur qui est conflictuel en soi, c'est plutôt les comportements des uns et des autres par rapport à l'acquisition d'une portion de terre qui pose problème. Et je pense qu'avec ces efforts de vulgarisation que nous sommes en train de faire et de conscientisation, mais aussi les sanctions qui consistent notamment à la démolition de constructions anarchiques, je pense que ça va éveiller la conscience de nos concitoyens pour que désormais et progressivement, les gens sachent que pour avoir une portion de terre, ce n'est pas chez X ou Y qu'il faut aller, il faut s'adresser à l'administration des affaires foncières et à ce moment-là, nous aurons moins de conflits. Deuxièmement, comme nous sommes en train de le faire dans le cadre de la réforme foncière, nous allons essayer de sécuriser les titres et les droits de propriété de telle sorte que justement on évite de plus en plus les contestations sur les titres de propriété, sur les droits de propriété. Et je pense qu'à terme, nous allons effectivement réduire, sinon éradiquer ces conflits fonciers. Excellent. Maintenant, la deuxième question, est-ce que c'est une stratégie de communication? Non, mais c'est question de faire voir la réalité des choses. Dans quelles conditions notre administration travaille, dans quelles conditions nos archives, par exemple, sont conservées, dans quelles conditions nous pouvons ou nous sommes à mesure de recevoir justement nos concitoyens qui s'adressent à nous, et donc souligner la nécessité et l'urgence de pouvoir changer ces conditions de travail. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui de la modernisation de notre administration foncière, notamment par la dotation à toute notre administration centrale comme pour les circonscriptions foncières de l'outil informatique.
Je ne pense pas qu'en 2014, on puisse considérer encore que l'ordinateur, c'est un bijou d'une extrême rareté, d'une extrême valeur. Non, ça doit être un instrument de travail à la disposition de tout le monde. Et demain, la même chose, je le dis pour les techniciens sur terrain, on ne doit pas considérer aujourd'hui que le GPS, c'est également réservé à une certaine élite. Ça doit être l'outil de travail de tous nos géomètres. Donc, ce n'est pas pour faire de la communication spectacle, non. C'est simplement pour montrer la réalité de ce que sont les conditions dans lesquelles travaille notre administration, comme nous le disons d'ailleurs par rapport aux nouvelles unités qui sont là depuis 15-20 ans et qu'on continue d'appeler nouvelles unités, simplement parce qu'ils n'ont pas été engagés par la fonction publique et donc ils n'ont pas de numéro matricule et ils ne sont malheureusement pas payés par notre gouvernement. Excellence, il y a plusieurs étudiants de l'UNIKIN qui veulent savoir qui a donné l'autorisation de vendre les parcelles près du Home 30. Et il y a un ancien étudiant de l'UNIKIN qui est en France qui se demande que ce dossier-là, ça fait longtemps que ça traîne et jusqu'à ce jour, vous ne prenez pas une décision. D'abord, je pense que si les étudiants de l'UNIKIN, ceux qui sont là aujourd'hui, se rappellent, j'ai été avec les collègues de l'enseignement primaire, secondaire, qui assument l'intérim du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, avec la ministre provinciale des Affaires foncières de Kinshasa, nous avons effectué une descente sur les sites de l'UNIKIN, notamment justement dans l'espace situé entre le Home 30 et le groupe scolaire du Moamba. Nous sommes allés jusque, pour ceux qui connaissent l'UNIKIN, au Home Kinduku par derrière, n'est-ce pas, jusque donc là où il y avait les étapes pour les chevaux. Pourquoi nous avons fait cette descente? Mais justement parce que nous avons été informés de ce qu'un chef traditionnel, malheureusement, s'amusait à pouvoir vendre des parcelles parce que, disait-il, cet espace-là lui appartient. Nous avons été sensibiliser la population pour dire que personne ne pouvait acquérir des portions de terre, surtout quand c'est autorités traditionnelles, ces chefs coutumiers ayant droit, entre guillemets, qui leur proposaient. Vous vous rappelez, nous avons été là, nous sommes allés également du côté de l'Istem, n'est-ce pas? Parce que tout cela sont des espaces qui appartiennent ou à l'UNIKIN ou à l'Istem, malgré les occupations anarchiques qui sont là. J'ai répété que nous avons effectivement fait rapport après notre visite et que nous avons intégré rapport de la commission de démolition les sites et de l'université de Kinshasa pour tout ce qui est construit entre le Home 30 jusqu'au terrain de football et en remontant jusque donc au Home Kinduku et vers le... Comment ça s'appelle encore chez les professeurs, là où ils vont, les terrains de tennis? Au club de voilà, au club de résidents. Donc toutes ces constructions qui sont dans cet espace-là, dans cette vallée-là, sont vouées à la démolition. De la même façon, tous ceux qui ont construit dans la vallée de la Funa, c'est-à-dire à partir du triangle jusque pratiquement au monastère, en remontant jusqu'au niveau du trafic, toutes ces maisons-là sont vouées à la démolition. Nous avons écrit à monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'arrêté va sortir incessamment et les bulldozers, malheureusement, de la commission de démolition viendront faire leur travail bientôt à l'UNIKIN, comme à l'ISTA. Excellence, il y a aussi des étudiants de l'ISTA qui disent que vous défendez uniquement l'UNIKIN et l'ISTEM parce que vous y enseignez. Vous oubliez l'ISTA météo en Binza Delvaux. Il y a des constructions anarchiques
que dites-vous à propos de l'ISTA météo? Parce qu'il y a la section météorologie. Bon, d'abord, il faut démentir ça. Hein. J'espère qu'il habite peut-être du côté de Massina et donc il n'a pas l'occasion de se rendre de ce côté-là. Mais s'il parle de météo, il peut avoir appris au moins, par exemple, ce qui s'est passé autour du campus de l'UPN. N'est-ce pas? On a démoli tout ce qui avait été construit autour de l'UPN avec de fallacieux prétextes que c'était pour sécuriser les campus de l'UPN et qu'on allait construire des auditoires au-dessus des magasins qui étaient faits en bas. Nous avons détruit. Donc on ne s'occupe pas uniquement que de l'université de Kinshasa ou de l'ISTEM. Quant à l'ISTA météo, je voudrais rappeler à notre jeune frère que la spoliation du site météo date des années 80. Et s'il se rappelle, s'il était déjà né en ce moment-là, il peut se rappeler qu'à la conférence nationale souveraine, le dossier de la spoliation du site météo a été évoqué. N'est-ce pas? Ensuite, je voudrais lui dire, ce n'est pas par rapport à l'ISTA que ce dossier a été porté jusqu'à la conférence nationale souveraine. C'est plutôt par rapport à, à Metelsat, c'est-à-dire l'institut chargé en principe de la météo chez nous. C'est cela, n'est-ce pas? C'est par rapport à ça. Et donc, c'est plutôt un site qui servait, je pense même qu'il y avait des équipements, qui servaient notamment pour les prévisions de la météo, pas par rapport à un institut qui était là. C'est plutôt par rapport à Metelsat. Et donc, mais ces occupations-là, c'est depuis, comme je l'ai dit, les années 80. Je ne voudrais pas dire qui le premier se retrouvait sur ces sites-là. À la conférence nationale souveraine, il a été cité. Donc, je voudrais bien dire, je ne sais pas si aujourd'hui, dans la situation que nous avons héritée, où les sites n'existaient plus. Même les arbres qui étaient là ont été abattus. Alors, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Est-ce qu'on va aller tout raser? Alors que météo n'y est plus, et je ne sais pas, je voudrais bien demain, après-demain, aller vérifier, voir où sont les auditoires de l'ISTA et qui sont là. Ensuite, je voudrais dire, est-ce que nous avions, dès le départ, essayé de délimiter et donc de sécuriser les espaces de nos instituts universitaires, que ce soit l'UNIKIN, que ce soit... Si vous allez à l'UNIKIN, c'est la même chose. Ce qu'on appelle les Kogelos, ce qu'on appelle les Kindele. En réalité, ils ont empiété sur le site de l'université. Mbanzalemba, n'est-ce pas? Livoulou même, parce que si vous regardez bien, vous allez voir que entre les hommes universitaires 150, 80 et 30, plus l'intendance générale et les résidences des professeurs qui sont à Rikini, eh bien, les gens se sont mis au milieu. Mais vous pensez bien que lorsque Monseigneur Gillon a construit ça, ce n'est pas parce qu'il se disait, bon, moi je vais aller jusqu'à Rikini, l'espace ici au milieu, je le laisse pour le village. C'était bien des espaces de la concession universitaire qui ont malheureusement été occupés. Nous faisons quoi aujourd'hui? On va aller raser ça, mais nous allons provoquer des soulèvements populaires. Excellence, merci beaucoup. Reporter, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier toute mon équipe technique de la radio-télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, on a eu comme réalisateur charmant Lelo Zolana. Je remercie toute l'administration foncière et tous les conservateurs des 6 circonscriptions foncières de la ville de Kinshasa, les 2 directeurs du cabinet du ministre des Affaires foncières, je veux dire aussi leur chef de division de cadastre, leur chef de bureau et tout ce qui accompagne son Excellence, Monsieur le ministre, dans ce magazine de vulgarisation, d'information et de communication. Bon anniversaire à Nicole.
de son Excellence, Monsieur le Ministre, il souhaite un joyeux anniversaire à Madame Nicole Dibambou Kitoko Bwanga, Madame la DGAI de la RTNC et de ma part aussi. On se dit au revoir.